Mesdames et messieurs, bonsoir. On est jeudi 19h15 et c'est l'heure de Malinov. Top, c'est parti pour le sommaire. Sur vos écrans, Bamako Trip, une agence de tourisme entièrement digitalisée au Mali, assurant logistique et visite guidée à ses clients. Une idée nouée par un couple franco-malien qui pourrait plaire à plus d'un dans un pays qui a une population plutôt jeune et folle d'exploration. Invité de Malinov ce soir, Abdoulaye Sissoko, jeune entrepreneur malien qui transforme les déchets verts en gaz de cuisson et en engrais biologiques. Son interview tout à l'heure. Une nouvelle ligne de production de bornes de recharge pour les voitures électriques a été inaugurée en France. Dotée d'une capacité de 65 000 unités par an, cette usine a des versions bidirectionnelles novatrices permettant de recharger un véhicule tout en envoyant de l'électricité au réseau, par exemple dans sa maison ou bien dans le réseau public. Les détails de cette technologie en images. L'usine La Croix de Beaupréau, où travaillent environ 500 employés, a été inaugurée en septembre 2022. Elle s'est lancée dans le projet ambitieux de construction d'une usine à la pointe de la technologie, respectueuse de l'environnement et pensée pour l'épanouissement des utilisateurs, d'où la nouvelle ligne de production de bornes de recharge. Une borne de recharge est un appareil raccordé à un tableau de distribution permettant le réapprovisionnement en énergie des batteries des véhicules électriques. La transmission de l'énergie s'effectue au moyen d'un câble de recharge qui relie la borne de recharge au véhicule électrique ou grâce aux techniques de recharge sans fil. Vous rentrez chez vous le soir et vous dites dans votre application quand est-ce que vous voulez repartir le lendemain et quand est-ce que vous voulez que votre voiture soit chargée. C'est tout. Et à partir de ce moment-là, c'est uniquement nos systèmes qui vont gérer la voiture et la borne pour, à certains moments, qu'elle se charge, à certains moments qu'elle se décharge, en particulier quand le réseau en a besoin. Par exemple, le moment où il n'y a pas de vent et pas de soleil et où il y a de la consommation, où on voit bien qu'il y a un besoin. Et puis, on vous garantit que le lendemain matin, 1, votre voiture sera chargée, et 2, vous aurez fait des économies, puisque par ce service, on divise en moyenne par 2 votre facture d'électricité. Les cartes électroniques sont imprimées ici, les microprocesseurs qui rentrent dedans et qui font l'intelligence de la borne sont fabriqués près de Grenoble. La partie plastique est fabriquée à 10 km d'ici, donc on est vraiment sur du vrai Made in France profond. La deuxième chose, et qui est d'actualité, c'est la cybersécurité. Aujourd'hui, on est la meilleure borne du marché en matière de cybersécurité qui protège du coup et l'usager et le réseau électrique, et grâce aux technologies de Thales. Il peut arriver que les bornes de recharge soient branchées sur une prise de courant compatible ou ne soient pas raccordées au réseau électrique, comme les bornes de recharge mobile servant en situation de dépannage. Ainsi, la borne de recharge est l'un des composants de l'infrastructure de recharge pour les véhicules électriques. Il faut un véhicule électrique, et donc le premier qui va sortir avec cette technologie, c'est le véhicule Renault 5. Une borne Powerbox Verso, que vous pourrez acheter dans le réseau en même temps que votre voiture. Et enfin, un contrat d'énergie, Mobilize Energy, qui va finalement régir cette revente d'énergie sur le réseau. La première voiture qui va être produite en France de manière bidirectionnelle devrait être disponible en septembre. Ces bornes devraient être compatibles avec tous les véhicules électriques et hybrides. Ces véhicules vont être commercialisés en avril. L'ambition de l'usine est de construire un nouveau fleuron français de l'électronique, symbole du renouveau industriel. Une agence de tourisme totalement numérisée au Mali, c'est l'initiative lancée par un couple de franco-maliens désireux de faire découvrir le pays et plein de concepts qui y touchent à d'autres Maliens. Des natifs, oui, mais de la diaspora encore plus, avec un concept plutôt prometteur. L'équipe de Malinov est allée à leur rencontre. Notre pays a toujours été une brasserie de magnifiques cultures, le fruit d'un grand empire, avec des lieux à visiter qui sont hors du commun, sans oublier les nombreux festivals qui font l'honneur à l'esprit de tout ce qui vient d'être dit. Avec la situation du territoire qui se stabilise, le tourisme pourrait être un secteur lucratif pour les privés comme le public. C'est dans cette optique qu'un couple de franco-maliens lance une entreprise dans ce secteur. De leur nom, Madame Sissoko Aminata Nomoko et Cheikh Oumar Sissoko, ces couples parents d'un enfant, vient de temps en temps à Bamako, mais le constat du mari, à chacun de ses séjours, est toujours le même. C'est dû à un constat que j'ai pu établir avec mes nombreux voyages que j'ai pu venir au Mali.
Tout simplement, c'est que j'ai pu comprendre que la diaspora quand elle vient au Mali, c'est pour voir la famille. C'est pas forcément pour découvrir de nouvelles choses, pas forcément pour voir l'ADN primaire du Mali, le pays aux multicultures par exemple. Et ça, très peu de gens le savent. Très peu de gens le savent qu'il y a une multitude de cultures, qu'il y ait plein de choses à montrer. Et c'est ça le message que je voulais faire passer et que je voulais mettre en valeur avec Bamako Trip. Titulaire d'un bac+2 en tant que commercial, Cheikh Oumar Sissoko va vers le secteur du transport pour entreprendre. Étant gérant d'une société de livraison de carburant en France, ce dernier voudra aller plus loin et va donc se former dans le tourisme. Au cours de ses nombreux voyages, dont un à Bamako en 2017, ce dernier a l'idée de fonder Bamako Trip, la boîte qu'il dirige avec sa femme. Bamako Trip, tout simplement, ça propose en fait des excursions. Et ça veut dire tout simplement de montrer un nouvel aspect de découverte du Mali. Vraiment comment je dirais, c'est tout simplement un nouvel aspect pour montrer au grand public le Mali. Voilà. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on propose en fait des excursions, que ce soit à la journée ou sur 2 jours, en règle générale. Vraiment en totale immersion, je dirais, dans Bamako, ou bien dans Sibi, ou bien à Ségou. En fait, dans les zones où vraiment il y a vraiment énormément d'histoire, pas simplement histoire culturelle et bien sûr de l'amusement, là où ils pourront découvrir tout en s'amusant, tout en connaissant mieux leur pays. C'est-à-dire que quand ils reviendront au Mali, tout simplement, c'est qu'ils sauront quoi faire. Ils ne sauront pas tout simplement à prendre un mois de vacances et rester chez la famille. Non, ils pourront profiter du Mali au sens large du terme. Dans tout cela, le numérique vient alors amplifier l'activité et c'est là qu'intervient Aminata. Épouse et aussi associée, cette femme assure la communication de Bamako Trip parallèlement à sa vie de famille. Dans un premier temps, de la photo et des vidéos. On essaye vraiment d'avoir en fait des clichés réels sur le terrain, c'est-à-dire qu'on a des équipes qui se déplacent directement au lieu d'activité et d'excursion pour vraiment prendre des photos et des vidéos. On essaye également de prendre en photo et vidéo des scènes de la vie quotidienne pour montrer en fait la réalité et la beauté du pays finalement sur les réseaux sociaux et sur le site internet, pour que les gens puissent voir en fait la réalité du terrain et du pays et mettre en valeur finalement les scènes ainsi que les activités qu'il y a à faire sur le territoire du Mali. Bamako Trip se définirait comme une agence de tourisme entièrement digitalisée au Mali, assurant logistique et visites guidées à ses clients, une idée qui pourrait plaire à plus d'un dans un pays qui a une population plutôt jeune et folle d'exploration. Dès lors où j'ai commencé Bamako Trip, je me suis mis en relation avec j'ai mis tout en œuvre, les moyens nécessaires pour mener à bien chaque excursion. Donc j'ai pris des contacts avec des véhicules. J'ai pris des contacts avec nos propres guides, maintenant nos propres guides. J'ai pris contact avec certaines personnes parce qu'il faut savoir que quand il y a des excursions, il y a certaines personnes locales qui doivent être mises au courant. Donc ces personnes-là sont mises au courant et font partie maintenant de l'équipe Bamako Trip Dirige. Une initiative parallèle ne serait que bienvenue dans un pays qui a autant de choses à apprendre sur son histoire, ses cultures, ses lieux et bien d'autres concepts, encore tant à son propre enfant qu'à ceux de la diaspora. Diplômé en finance, comptabilité et en management bancaire, Abdoulaye Sissoko a fait carrière à la banque avant de se lancer dans l'entrepreneuriat en 2019. Passionné de chimie et autodidacte, il est à la tête de la start-up Biomasse qui transforme les énergies vertes en gaz. Les détails, c'est tout de suite avec l'invité.
Notre invité du jour, M. Abdoulaye Sissoko, entrepreneur, promoteur de l'entreprise Biomass, est à nos côtés. Il est là pour la deuxième fois. Merci beaucoup, M. Sissoko, de toujours répondre à l'invitation de Malinov. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir d'être ici. D'accord. Alors, on va beaucoup parler de l'évolution de Biomass depuis la dernière fois où vous étiez là. Déjà, ce dont on va parler en premier lieu, déjà, c'est le biodigesteur. Cet appareil qui permet de transformer les déchets que vous recyclez en gaz. Donc, quelle est la composition de cet appareil? Le biodigesteur qui est, on va dire, l'appareil, c'est le produit principal. Parce que c'est lui qui, comme vous l'avez dit, c'est lui qui transforme les déchets en gaz et en engrais. Sa composition on va dire, est très variée. Ça dépend en fait du modèle. Et nous avons plusieurs modèles. Mais le principe commun, le principe reste le même, il ne change pas. Donc c'est quoi? C'est qu'il faut comprendre que le biodigesteur, c'est juste une enceinte fermée, donc étanche, qui reproduit les conditions de digestion de l'estomac d'une vache. C'est-à-dire que pour que la vache puisse digérer les aliments, elle doit les broyer. Mais une fois que les aliments sont à l'intérieur de son estomac, il y a un processus qui s'enclenche. Il y a des bactéries qui sont à l'intérieur. L'estomac a un certain pH, une certaine acidité. L'estomac a une certaine température. L'estomac n'a pas d'air. Donc, nous ne faisons que reproduire ces conditions-là dans une enceinte étanche. Peu importe la taille, la forme ou bien le matériau utilisé, on peut reproduire ces conditions-là. Et lorsque ces conditions sont réunies, une fois que les déchets sont à l'intérieur, on a du coup du gaz et de l'engrais. Maintenant, une fois dans le biodigesteur, vous avez dit que vous en avez plusieurs modèles. Qu'est-ce qui différencie ces différents modèles-là? On a plusieurs modèles parce que il faut d'abord, avant d'installer un modèle, il faut voir les conditions qu'il y a autour parce que nous avons plusieurs types de clients et ces clients-là sont installés, certains sur leur propre parcelle, d'autres sont en location, d'autres sont en ville, d'autres sont en zone rurale. Donc, les différents modèles, on va d'abord regarder, est-ce qu'il faut creuser? Si on a la possibilité de creuser, on ira pour un modèle enterré. Donc, ce modèle, il est construit avec des matériaux comme le ciment, le gravier et le sable. Il y a plusieurs tailles, mais pour les modèles que nous installons, la taille minimale, c'est 4 mètres cubes. Okay. Et la taille maximale, c'est 10 mètres cubes. Donc, on a 4 tailles. On a 4 mètres cubes, 6 mètres cubes, 8 mètres cubes et 10 mètres cubes. Ça, c'est pour les modèles enterrés. On a d'autres modèles qui ne sont pas enterrés, qui sont en surface, qui sont conçus dans des cuves PVC. Donc, on a le modèle le plus petit, c'est 1 mètre cube. Mais est-ce que ces modèles-là dépendent du client? C'est-à-dire, si c'est à la maison, en ménage, est-ce que là, on parle du modèle de 1 mètre cube? Et quand c'est en champ, par exemple, pour un agriculteur, c'est là qu'on parle du grand qui fait 10 mètres. Tout à fait. Vous l'avez compris, ça dépend du client, surtout de son besoin. Parce que dans un premier cas, lorsqu'un client nous sollicite, on fait le déplacement parce qu'on ne peut pas décider d'un modèle au téléphone. On convient d'un rendez-vous, on fait le déplacement pour voir d'abord les conditions dans lesquelles le client est. Et à partir de ces conditions-là, on peut définir le modèle à installer et même la taille à installer. Cet appareil fait le tout. Maintenant, une fois que vous l'avez installé, est-ce que, par exemple, le client a juste à mettre ses déchets à l'intérieur, tout mélanger, et le biodigesteur s'occupe de faire son gaz? C'est un peu plus compliqué que ça, mais ce n'est pas très loin. J'explique. Le client, lorsqu'on finit d'installer le biodigesteur, il y a un minimum de formation que le client doit avoir. Parce qu'il doit d'abord savoir charger le biodigesteur, il doit savoir utiliser le gaz qui va sortir, il doit savoir utiliser l'engrais. Et le gaz qui sort, c'est un gaz, même si c'est un gaz moins dangereux que le butane classique, mais c'est un gaz quand même. Donc, il faut au moins suivre les mêmes conditions de sécurité qu'il faut pour le gaz butane. Donc, il y a une formation à faire. Une fois que le client est formé, il n'a juste qu'à suivre les instructions. C'est-à-dire, il y a un mélange à faire. Lorsqu'il a les déchets, il doit les mélanger, il doit ajouter de l'eau. Et il y a une quantité minimale et une quantité maximale définie. Donc, une fois que le client respecte ces conditions-là, il n'y a pas de problème. Tout le reste est automatique. Quel est le processus de récupération du gaz? Est-ce que le gaz et l'engrais et tout sort par le même tuyau? Ou bien il y a des tuyaux différents?
par exemple, pour extraire le gaz et pour extraire les engrais, par exemple? Oui, il y a des tuyaux différents parce que ce n'est pas le même circuit. D'accord. Il y a le circuit du gaz et il y a le circuit du déchet. Le déchet, d'abord, le point d'entrée, il est spécifique pour le chargement. On appelle l'output, l'input. L'input. Donc, il est chargé. Ensuite, lorsqu'il arrive à l'intérieur du biodigesteur, le processus s'enclenche. Et lorsque le processus arrive à son terme, on a le gaz qui est plus léger, bien entendu, qui monte vers le haut et le déchet reste en bas. Donc, du coup, il y a une séparation physique des deux matériaux. C'est-à-dire que le gaz, il est en haut, le déchet, il est en bas. Et une fois que c'est fait, il y a une sortie pour le déchet et il y a une sortie pour le gaz. Et donc, pour le gaz, il faut juste raccorder la partie où le gaz sort, raccordée à la cuisine. Et l'autre partie peut être raccordée à juste une cuve pour pouvoir récupérer l'engrais. C'est-à-dire qu'il y a une séparation qui est faite de façon automatique. Alors, le dispositif qui est le biodigesteur est connecté à un appareil, à un process quand même, qui est relié au téléphone et qui permet de suivre les données et le fonctionnement en temps réel. Là, est-ce qu'il s'agit d'une application intégrée, ou bien c'est un logiciel, ou bien c'est un système, c'est quoi? Effectivement, pas pour toutes nos installations, parce que ça dépend du client. Les clients n'ont pas le même profil. Donc, pour certains clients, on n'installe pas ce produit-là, puisque ça engendre des coûts supplémentaires. D'accord. Mais pour nos clients, on va dire privés, qui sont des entreprises, notamment les hôtels, les restaurants, il faut faire un suivi. Comme je vous l'ai dit, il y a un chargement qui est fait. Bien que la personne qui doit charger est formée, il faut toujours surveiller pour voir si la personne ne fait pas, on va dire, d'erreur. Donc, on a un système qui est un boîtier intelligent qui est connecté au tuyau de gaz, au circuit de gaz, qui va nous donner plusieurs paramètres. Si vous voulez, c'est la technologie des objets connectés qu'on utilise. Et effectivement, il y a des capteurs à l'intérieur du boîtier, mais il y a un logiciel qui analyse les données et qui nous fournit en temps réel. Donc, c'est une application qui est installée sur des tablettes ou des téléphones, mais aussi on peut l'avoir en ligne. Voilà, mais ce n'est pas nous qui faisons, c'est plutôt un partenaire qui nous fournit le boîtier. Depuis la dernière fois qu'on vous a reçu, on voit que l'entreprise a évolué et de bon augure déjà parce qu'on a une application qui est intégrée et aujourd'hui la cible a changé. Quand vous recevez pour la première fois, la cible c'était les ménages. Aujourd'hui, vous êtes avec les hôtels, les restaurants et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, cette panoplie de cibles est satisfaite du produit final que vous proposez maintenant? Effectivement, on peut le dire parce que nous suivons un peu, les retours que les clients font parce que une entreprise qui ne suit pas les retours de ses clients, c'est une entreprise qui se met en danger. Donc, nous suivons le retour des clients et pour l'instant, ça se passe bien. Pour l'instant, ça se passe bien. Mais il y a un traitement particulier qu'il faut avoir parce que c'est des entreprises exigeantes. Donc il faut mettre de la qualité, il faut être présent, il faut être à l'écoute et c'est ce qu'on essaie de faire. Donc pour l'instant, ça se passe bien et on espère que voilà, ça va continuer. Alors, on l'espère aussi. Alors le biodigesteur, il est installé, que ce soit en ménage, chez le propriétaire de champ, dans les hôtels, restaurants, il est installé. Mais est-ce que ce biodigesteur a une durée de vie? Est-ce que dans 5 ans, vous devez le changer? Dans 2 ans, vous devez le changer? Ou bien ça peut vivre 10 ans, 15 ans? Quelle est la durée de vie? En fait, la durée de vie d'un biodigesteur dépend du matériau dans lequel il est construit. D'accord. Je vais vous donner des chiffres. Par exemple, pour le biodigesteur enterré, la durée de vie, c'est jusqu'à 20 ans. Il est enterré, c'est jusqu'à 20 ans, même si on doit faire chaque 5 ans, on doit faire des travaux on va dire, d'entretien. Donc, déjà, pour celui qui est enterré. Et pour ceux qui sont fabriqués en PVC c'est 15 ans. PVC, c'est 15 ans. Et il y a ceux qui sont fabriqués en IBC. En fait, c'est les matériaux. IBC, c'est les cuves cubiques. Pour les cuves cubiques, c'est 8 ans. Donc, bien entendu, en fonction du coût, en fonction de la durée de vie, le coût, il est différent. D'accord. Voilà, donc il y a plusieurs durées de vie, mais ça dépend du matériau dans lequel il est construit. Et nous, dans notre approche, lorsqu'on reçoit des demandes de clients, on met en avant ces durées de vie-là. Au client, selon, on va dire, sa bourse,
selon son pouvoir d'achat, son budget, et selon la vision qu'il a, il peut choisir le matériau. D'accord. La biomasse que vous produisez, le biodigesteur, le produit qu'il produit, au-delà d'être un gaz de cuisson, il peut également être utilisé comme carburant. Tout Voilà, à fait. ça peut être utilisé comme carburant pour Oui. les véhicules. Oui. Mais au-delà, c'est source d'énergie. Oui. Alors aujourd'hui, on fait face au Mali à un grand problème énergétique avec les coupures intempestives et tout. Est-ce que ce que vous proposez est une alternative à ces coupures? Effectivement, déjà, je peux d'emblée vous dire oui, c'est une alternative à l'électricité. Et comment? Parce que on produit du gaz qui est un carburant. Donc, comme tout carburant, le gaz peut être brûlé pour produire de l'électricité. Donc, techniquement, c'est possible de le faire. Et sous d'autres cieux, c'est déjà le cas. Donc, c'est possible. Il suffit de construire une centrale. On appelle une centrale de méthanisation. D'accord. Parce que le processus de production, techniquement, on l'appelle la méthanisation du gaz. Parce que c'est le méthane qu'on produit. Donc, on installe une centrale, on collecte les déchets, on les met à l'intérieur, on a du gaz et de l'engrais. Le gaz, on le branche à un moteur spécifique qui le brûle, qui produit du courant directement qui peut être injecté dans le réseau. Vous ne faites pas ce procédé-là pour le moment? Donc pour l'instant, on ne fait pas. Ça fait partie de nos projets parce que dans le développement d'une entreprise, il y a plusieurs jalons, plusieurs étapes. Oui. Donc on essaie d'y aller. Sinon, c'est l'un de nos projets. On ne va pas rentrer dans les détails ici, mais il est prévu chez nous de faire des conteneurs qui permettent d'aller des déchets directement à l'électricité. D'accord. Voilà. Alors, Biomasse, qui est une entreprise quand même innovante, vous a valu plusieurs prix sur le plan que ce soit national ou international. Et vous avez une ferme conviction, celle qui est que dans quelques années, le Mali pourra produire une partie de son propre besoin en électricité à partir des déchets produits par les populations. Tout à fait. Étant donné le problème énergétique que j'ai cité tout de suite et auquel on fait face, qu'est-ce qui vous rassure autant par rapport à ça en fait? Pourquoi est-ce que vous êtes convaincu que dans quelques années, on peut produire notre propre électricité à partir des déchets et surtout qu'on produit? D'accord. En fait, c'est juste une analyse. Et l'analyse est très simple. Déjà, on a du mal avec l'électricité. Oui. Parce qu'il faut le savoir, les combustibles que nous utilisons sont limités. C'est des combustibles fossiles. Donc, à la limite du gasoil, de l'essence, sont limités. Et de plus en plus, le monde est gourmand par rapport à ces combustibles-là. Les populations augmentent, les besoins augmentent. Le Mali va devoir s'industrialiser. Le Mali va devoir électrifier tous les villages d'un jour à l'autre. Donc, le fossile ne suffit plus. Il faut aller vers le solaire, bien entendu. Mais le solaire aussi, il a ses points faibles. Le solaire, on a un problème pour la conservation de l'énergie. On va aller vers l'éolienne aussi. L'éolienne aussi a ses limites. Donc, de plus en plus, dans le monde, tous les pays vont vers ce qu'on appelle le mix énergétique. Le mix énergétique, c'est utiliser toutes les sources d'énergie pour produire du courant. Ça permet de diversifier et de ne pas être limité ou bien dépendant d'une source. Parce que, par exemple, le Mali importe les hydrocarbures pour produire. Si on n'a pas accès au port, qu'est-ce qu'on fait? Que ce soit éolienne, que ce soit le solaire et surtout avec la biomasse, ça fait que même s'il y a un problème d'un côté, on peut utiliser les autres. Tout à fait. Et ça fait que ça limite, il y a cet aspect-là, mais l'autre aspect, c'est que ça limite notre dépendance. Parce que quand on est trop dépendant d'une source unique, ça crée des problèmes. Non seulement ça crée des problèmes au niveau de la disponibilité, mais ça crée des problèmes au niveau même de la couverture territoriale. Par exemple, si on prend les villes du Nord, on sait que les villes du Nord sont riches, il y a de l'espace, il y a le solaire. On peut, lorsqu'on aura un pays beaucoup plus stable, prévoir de l'énergie solaire là-bas. Dans les villes du Sud, comme Sikasso, où c'est une zone beaucoup plus agricole, on a des déchets, énormément de déchets. On peut prévoir la méthanisation pour produire de l'électricité. Et les villes qui ont accès aux cours d'eau, au lieu de tirer l'électricité, par exemple, des barrages, sur une longue distance, et ceux qui sont dans le domaine savent que plus on tire, plus le câble est long, plus on perd du courant sur le circuit. Donc ce sera beaucoup plus pertinent d'utiliser localement que d'aller loin. Donc en fait, c'est de diversifier selon les spécificités des régions, des sources d'énergie qui peuvent être beaucoup plus efficaces que d'aller, par exemple, vers le fossile.
diversifier un peu ses sources d'énergie, c'est très important, comme l'a dit M. Sissoko, qui a une entreprise innovante. Ils font, à travers les déchets, ils font du gaz naturel qui peut être utilisé pour la cuisson. Ils font également des engrais qu'on peut utiliser pour l'agriculture. Merci beaucoup, M. Sissoko, pour cette innovation qu'on n'a pas l'habitude de voir au Mali. Voilà, et on voit que, au Mali, les gens se diversifient à travers les compétences et surtout le savoir-faire. Donc, je rappelle que vous êtes Abdoulaye Sissoko, vous êtes entrepreneur, le promoteur de biomasse. Merci. Et c'est la fin de cet entretien. Dans sa lutte sans relâche contre le fléau du spasme, WhatsApp, l'application de messagerie la plus utilisée au monde, a dévoilé une nouvelle fonctionnalité révolutionnaire. Désormais, les utilisateurs peuvent bloquer les contacts indésirables et les messages suspects directement depuis l'écran de verrouillage. Avec un simple glissement sur l'écran de verrouillage, les utilisateurs peuvent bloquer un contact et signaler les messages suspects, offrant ainsi une défense proactive contre les menaces en ligne. Cette fonctionnalité marque une avancée majeure dans la protection des utilisateurs contre les tentatives de phishing et les perturbations indésirables. De l'autre côté, WhatsApp Web travaillerait sur une nouvelle fonctionnalité de verrouillage des chats. Une fonctionnalité qui, une fois dévoilée, permettrait aux utilisateurs de verrouiller leur chat dans l'interface web du service. En gros, elle sert à améliorer la sécurité des conversations privées. Les chats verrouillés devraient avoir un onglet dédié. Cela offrira un niveau supplémentaire de confidentialité et de sécurité aux conversations des utilisateurs. Toutefois, il faut noter que la fonctionnalité est en cours de développement. De ce fait, la méthode d'accès à cet onglet reste encore incertaine à ce stade. Rendre une photo plus nette, détourer une image ou encore supprimer un élément, c'est possible pour les utilisateurs de téléphones sans passer par Photoshop avec des résultats similaires, voire qui va au-delà de l'expérience. Ce qui va peut-être faire gagner du temps à des gens qui ont des PC, qui frisent, voire qui n'ont aucune base en montage. Suivons l'astuce avec Babi. Tout d'abord, pour obtenir l'application, vous allez vous rendre dans l'App Store et chercher l'application PicWish. Une fois l'application ouverte, nous vous conseillons de créer un compte puisque vous aurez le droit à des crédits, des essais gratuits pour tester un petit peu toutes les fonctionnalités, notamment celles qui touchent à l'intelligence artificielle. Le fond instantané avec l'intelligence artificielle, c'est vraiment incroyable. Vous mettez votre photo, ça va supprimer l'arrière-plan et là, vous allez pouvoir mettre un arrière-plan généré avec une intelligence artificielle. Une autre fonctionnalité assez cool, c'est d'éditer une photo qui va vous permettre d'ajouter d'autres photos sur une photo déjà existante, de supprimer un arrière-plan, d'ajouter un texte ou de modifier la taille, le format. Bref, c'est un outil vraiment assez pratique et complet. Si vous avez besoin de faire quelques retouches sur une photo, d'ajouter un élément comme du texte par exemple, je vous laisse tester ça. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. J'espère que cette application vous sera utile dans vos conceptions. Et on se dit à la prochaine pour de nouveaux tutos. Grand merci aux geeks, fans et amateurs de Malinor pour leur constante fidélité. On se dit à très bientôt sur TM1, la télé qui vous allume.